Bonjour Agathe, merci d'avoir, toi, à ton tour, répondu favorablement à ma sollicitation. Donc, on a commencé par deux athlètes d'Ille-et-Vilaine. On est passé dans les Côtes d'Armor récemment avec Benoît Fanouillère. Et puis là, on part dans le Finistère cette fois-ci, donc avec toi, Agathe Guillemot, une athlète, une toute jeune athlète qui a 20 ans, qui n'a pas encore 21 ans, qui va les avoir dans le courant de cette année. Tu es licenciée au CA Bigoudin. Euh, Tu poursuis des études. Peux-tu nous préciser quel type d'études tu suis actuellement? Oui, donc déjà bonjour et merci pour l'invitation. Là, je suis actuellement en études d'ingénieur à l'INSA de Rennes. Donc là, cette année, je finis ma prépa qui était sur 3 ans, que j'ai aménagé sur 3 ans au lieu de deux, pour pouvoir m'entraîner à côté. Et l'année prochaine, donc, je rentre en troisième année et je dois choisir une spécialité. Pour le moment, au vu du contexte, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine comme spécialité, mais je serai toujours à l'INSA de Rennes. Donc, tu es une athlète qui a commencé, contrairement à l'athlète que j'ai eu le plaisir d'interviewer juste avant toi, Benoît Fanouillère, qui a commencé l'athlétisme très jeune. Moi, j'ai cru déceler la trace d'une licence en 2007, donc ça veut dire que tu avais 8 ans à l'époque, c'est bien ça? Oui, j'ai commencé en éveil athlé deuxième année. Donc éveil athlé, c'est juste avant Poussin, donc effectivement C'est ça. ça fait très très jeune. Donc toi, tu as vraiment, en fait, l'athlétisme, c'est ta vie. Tu as vécu avec l'athlétisme depuis toute petite c'est quelque chose qui te suit et qui ne t'a jamais, l'amour pour ce sport ne s'est jamais démenti au fil des années. Non, non, c'est ça. Après, j'ai regardé donc l'interview de Benoît et en fait, l'athlétisme est un peu venu à moi aussi, mais un peu plus tôt, on va dire. Oui. J'ai fait une course par chez moi, la Torche Pont-l'Abbé, 2 années de suite. Et la première année, je gagne alors que je ne savais même pas ce que c'était une course. On m'a dit, vas-y, cours. J'ai couru, voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais gagné. Et l'année suivante, je la remporte aussi. Et puis j'ai dit à ma mère, moi j'ai envie de faire ça. C'est ça que je veux faire, c'est courir. Du coup, les inscriptions étaient déjà passées, c'était en octobre. Et on m'a quand même intégré au club. Et depuis, toujours au même club, toujours au même endroit. Voilà, c'est ce que je voulais faire préciser. Effectivement, tu as toujours été fidèle au CA Bigoudin depuis le début. Donc, tu n'as pas encore 21 ans, mais si je compte bien, ça fait 13 ou 14 licences déjà que tu signes là-bas. Oui, c'est ça. C'est un club qui me tient à cœur, hein. C'est un peu comme une famille. Et puis, au final, ils me suivent vraiment. Et ils m'aident vraiment à ce que je progresse, à ce que je sois dans des bonnes conditions. Ils m'aident maintenant financièrement aussi. Donc, c'est vraiment un club, c'est à mon image, c'est familial et en même temps, il y a de la performance. Donc, moi, je trouve ça vraiment très agréable de rester fidèle à mon club jusqu'à maintenant. Et c'est intéressant parce que parfois on voit que certains athlètes sont amenés à changer de club. Certains athlètes atteignant un certain niveau peuvent être attirés par le plus gros club et on se retrouve rapidement. Donc en Bretagne, il y a trois, quatre clubs. Hein. On pense au Stade Brestois, au Bretagne Athlétisme. Enfin, toi, quand tu as eu ta localisation géographique, un passage au Stade Brestois aurait pu éventuellement se faire. Mais toi, tu as toujours souhaité, parce que ce club, le CA Bigoudin, a toujours pu t'accueillir et toujours pu te fournir les conditions qui te conviennent pour ta pratique du sport. Ouais, ouais, et puis en plus, en fait, moi, j'ai eu la chance en seconde de partir au lycée de Cesson, au pôle. Donc, en fait, j'ai pas eu besoin de changer de club pour retrouver un entraîneur un peu plus qualifié. C'est-à-dire que dans le cadre du pôle, j'avais mon entraîneur. Et Mhm. du coup, mon club c'était mon maillot et puis le soutien financier et des infrastructures le week-end. Donc, en fait, le CAB Boudin m'apportait tout ce dont j'avais besoin. Ouais, du coup, donc, je suis allée au lycée de Cesson-Sévigné, lycée Sévigné, qui est support du Pôle Espoir. Et donc là, j'ai rencontré mon entraîneur, Jonathan Baleston-Robino. Et du coup, comme j'avais mon entraîneur à Rennes, qui est vraiment très qualifié, ça m'a permis de ne pas changer de club, en fait, parce que du coup, j'avais trouvé l'entraîneur. Et le week-end, je rentrais, j'avais mon club avec les infrastructures et tout le suivi nécessaire pour que j'aille en compétition. Ils m'aident. Si j'ai besoin d'acheter du matériel, ils m'aident financièrement, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et j'ai eu la chance du coup de rester dans mon club et franchement, je trouve que c'est une chance pour moi. C'était Oui, un c'est sûr, ça petit. m'a permis de mettre en avant aussi le club et aussi du coup d'avoir quand même un lien avec les jeunes athlètes de mon club. Ils voient en moi un peu, je suis un peu leur exemple.
j'aime pas trop dire ça, mais je le vois dans leurs yeux quand je vais jouer au stade le samedi matin. Ils sont contents de me voir et je trouve que c'est important qu'il reste quand même des bons athlètes de bon niveau dans des petits clubs. Ça permet d'avoir une émulation et puis un exemple à suivre un peu pour ces jeunes pour qui peut-être l'athlé, c'est pour l'instant qu'un loisir, mais peut-être que ça deviendra après leur passion comme ça a pu être pour moi, quoi. On va dérouler on a déjà commencé à le faire, mais là, tu nous parles de ton entrée au Pôle Espoir. Là, on est déjà en 2014. Hein. Tu avais donc 15 ans, c'est l'entrée au lycée, tu entres en seconde en 2014. Alors, juste pour la petite anecdote et pour illustrer, on va dérouler au fil des petites remarques que je pourrais faire ou que tu feras, toi, Agathe, on va voir à quel point tu es une athlète polyvalente. Donc, on parle de 2014, mais déjà en 2013, j'ai noté que tu avais été championne de Bretagne minime de cross. Du coup, à la base, donc j'ai vraiment des grosses facilités pour le demi-fond. Sur la piste, je faisais du 1000 mètres. Et d'ailleurs, j'ai battu des records de Finistère. Je ne sais pas encore s'ils sont encore actuels ou pas, mais j'ai couru en minime le 1000 mètres en 3 minutes 01 et en benjamin en 3 minutes 06. Du coup, c'était des performances quand même de bon niveau. En cross, du coup, j'ai eu le fameux titre de championne de Bretagne, bon, minime, certes, mais c'est quand même ça. Et le titre interrégional la même année. Donc, oui, j'ai passé du temps dans les labours aussi, mais plus jeune. Et c'est pas tout à fait terminé d'ailleurs, puisque tu as encore participé. Alors là, je saute de 2013 à fin 2019. Hein, tu as profité de la mise en place des relais de cross pour participer encore avec ton club aux championnats départementaux. C'est au mois de décembre, il me semble, avec ton club à Morlaix, tu avais couru encore un relais de cross. Donc vraiment, c'est vraiment une vraie passion. C'est pas au-delà d'une nécessité dans l'entraînement, tu aimes ça, quoi. Ah oui, non, non, c'est même pas du tout une nécessité. Hein. C'est moi qui ai demandé à mon entraîneur. Il était d'ailleurs moyen motivé pour que je le fasse. Mais j'ai soutenu le projet et j'ai dit que ça me tenait à cœur de rechausser les pointes de cross et voir ce que ça donnait. Et bien, le cross, c'est toujours aussi dur. Hein. Même sur 1500 mètres, les appuis sont vraiment très très lourds. C'était très boueux. Et ça m'a rappelé quel bonheur c'était de courir sur une piste et Oui. surtout quel confort. Donc, on arrive en 2014 et dès 2014, tu commences à montrer un certain appétit pour les épreuves combinées, puisque 2014, la grande épreuve nationale pour les minimes, ce sont les pointes d'or, et tu termines troisième de cette. Alors, c'est le championnat de France officieux des minimes. Hein, y a pas de, on n'est pas champion de France d'une discipline, mais à l'occasion des pointes d'or, on effectue un triathlon, 3 disciplines, une course, un saut à lancer, et on cumule un certain nombre de points. Et à ce petit jeu-là, en 2014, qui est la troisième meilleure française. Ouais, c'est ça. Donc, j'arrive là. Donc, en plus, c'était en Bretagne, c'était à Saint-Renan. Ouais. Donc, je jouais un peu à domicile. Et donc, j'arrive là-bas et je n'avais pas du tout les meilleures perfs au triathlon. Je devais être dans les 10 meilleures françaises, peut-être. Mais grâce à un bon 1000 mètres et surtout mon record à la perche, et oui, j'ai fait aussi de la perche, avec 3,30 m, je totalisais le maximum de points sur la table, 45 points. Et j'ai fait aussi donc, des haies. Donc, mon triathlon, c'était 1000 mètres haies et perche. Un peu original comme triathlon, ça m'a permis d'être troisième. Et c'était un peu une surprise. Mais j'étais très contente de cette première médaille au rang national, en plus presque à domicile. Alors, j'avais pas, j'ai constitué quelques fiches hein, sur toi, mais j'avais pas relevé cette performance que je répète quand même parce que je suis impressionné. 3,30 m en minime à la perche, Ouais, ça j'étais commence dans à les parler. 3 meilleures françaises en minime à la perche. J'avais le record du Finistère jusqu'à que Floriane le batte quelques années plus tard. Ouais, mais il est resté dans la famille. En Bretagne. Il est Mais resté, il est resté bien au chaud, c'est à Bigoudin. c'est ça, on l'a gardé sous notre beau maillot. Voilà. Alors ensuite, donc on continue d'avancer. 2015, donc tu es toujours, donc là tu es avec ton lycée, toujours au lycée Sévigné. Et avec ce lycée Sévigné, tu as eu l'occasion de partir en 2015. Alors je le cite, hein, je l'aurais pas forcément cité si ça s'était déroulé ailleurs, mais tu as fait les championnats du monde scolaire. Et je te laisse nous dire où ça s'était déroulé, parce que l'endroit où ça s'est déroulé prend plein de sens aujourd'hui. C'était à Wuhan, le siège du coronavirus, on va dire. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous aviez mangé du pangolin à l'époque lors des repas, mais effectivement,
C'est à Wuhan, alors tu le prononces bien mieux que moi, à Wuhan en 2015, donc en Chine, là où tout est parti pour cette épidémie de coronavirus qui perturbe notre quotidien en ce moment. Oui. Donc voilà, c'était pour l'anecdote, mais ça méritait d'être signalé. Et donc on avance, on arrive en 2016, et 2016, c'est l'année où tu récupères ta première médaille nationale FFA. Alors, je mets de côté les points d'or parce que c'est un petit peu à part. Et là, tu as touché à beaucoup de disciplines. On a parlé de perche, on a parlé de 1000 mètres. Alors, tu m'as parlé de haie dans ton triathlon, j'imagine que c'était un 100 mètres haie, peut-être même pas en Un minime. 80 mètres haies pour 80 les mètres minimes. haie, ouais, minime, c'est ça. Et donc là, tu t'alignes sur le 400 mètres haie, une discipline dont on a parlé il n'y a pas très longtemps avec Chana Grébeau. Et tu termines vice-championne de France cadette. Alors, Oui. à ce moment-là, c'était au niveau des bilans, tu étais placé pour faire un podium ou c'est une bonne surprise le jour de la course? Non, non, j'étais bien placée au niveau des bilans. J'étais deuxième, je crois, avant les championnats de France. Donc, Donc tu après, confirmes. pendant cette année, je ne m'entraînais pas forcément spécialement pour le 400 mètres haies. Et on passe, donc là tu vieillis d'une année. Tu avais déjà touché, je crois que cette année-là, en 2016, tu n'as pas de podium et tu arrives au pied du podium sur Oui, l'heptathlon. oui, d'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée de cette place, quatrième. Je voulais plus faire une médaille aux épreuves combinées, l'épreuve pour laquelle je m'entraînais cette année-là. Et heureusement qu'il y a eu cette médaille d'argent qui est arrivée juste après au 400 mètres. Et on arrive 2017, hein, on va année par année parce que le palmarès est très fourni. Et là, en 2017, pour le coup, tu as fait une razzia de médaille de bronze au championnat de France junior, puisque tu fais une médaille de bronze pentathlon en salle l'hiver, et puis l'été, tu reprends une médaille de bronze sur le 400 mètres haies, et cette fois-ci, tu montes sur le podium de l'heptathlon, et là, tu es passé junior. Donc, troisième en pentathlon, troisième en heptathlon, troisième sur 4H. Oui, bah, les médailles sur les épreuves combinées, c'était vraiment un soulagement parce que c'était un choix un peu difficile de faire des épreuves combinées. Tout le monde me voyait à faire du demi-fond, par exemple. Et j'avais pas encore réussi vraiment à prouver que j'avais des compétences dans les épreuves combinées. Et du coup, ces deux médailles prouvaient un peu à tous les gens qui voulaient que je fasse du demi-fond que j'avais ma place parmi les athlètes françaises de ma catégorie d'âge. D'ailleurs, je finis derrière Solène Ndama, qui est maintenant aujourd'hui une de nos meilleures athlètes françaises. Donc, j'étais vraiment très fière de monter sur ce podium-là. Voilà. Donc ça veut dire que c'était pas forcément naturel. Si on avait laissé ton entourage décider pour toi, tu n'aurais pas forcément fait d'épreuves combinées. C'est un vrai choix de ta part. C'est une vraie attirance pour cette discipline. Les épreuves combinées, Oui. c'est toi qui as voulu faire ça. Oui, à la base, mes qualités physiques de base sont pour la course. D'ailleurs, en minime, en fait, qui m'a permis de faire le choix, il y a des stages horizon en Oui. minime, des stages nationaux. La première année en minime, je l'ai fait sur le demi-fond. Et la deuxième année, je l'ai fait sur les épreuves combinées. Et le choix a été vite fait au vu de l'ambiance qu'il y avait au sein des épreuves combinées. Et je suis quelqu'un qui se lasse assez vite. Et du coup, les épreuves combinées me permettent de faire plein de choses à la fois et du coup d'avoir toujours plein de choses à faire. Et c'est ce que j'aimais quand Alors, j'avais fait ce choix-là. c'était fait. Alors, il y avait un point que je souhaitais peut-être aborder un petit peu plus tard, mais puisque tu y viens naturellement, on avait pu lire juste avant les championnats de France Élite une interview de ton entraîneur, Jonathan Baleston-Robineau, qui évoquait cet aspect-là, que toi, le fait que tu veuilles éventuellement aller t'essayer sur d'autres disciplines que les épreuves combinées, c'est quelque chose dont on reparlera plus tard, mais il évoquait que quel que soit ton choix, de toute façon, toi, tu ne supportes pas la monotonie à l'entraînement et que même si tu allais sur une discipline, alors je ne sais pas comment la qualifier, mais une discipline simple, imaginons 400 mètres haies ou 800 mètres, il faudrait quand même garder une variété à l'entraînement parce qu'effectivement, tu ne supportes pas ça, la monotonie. Il faut absolument que tu trouves du jeu, quoi, que tu trouves un aspect ludique et une variété. Oui, c'est ça, j'ai besoin d'avoir quand même le plaisir d'aller m'entraîner. Et franchement, ce plaisir-là, bah, je l'ai trouvé au sein des épreuves combinées. Parce que dans une séance, on va faire du lancer, des haies, une séance plutôt d'aérobie, tout ça. Et le fait de piocher un peu partout, comme ça, dans toutes ces techniques, d'essayer d'un peu de mettre le cerveau à l'envers, c'était vraiment une part des épreuves combinées qui m'a plu.
Et j'avais peur qu'en me spécialisant un peu tôt en cadette ou en junior, j'allais perdre cette motivation d'aller m'entraîner dans la monotonie de l'entraînement. Alors que là, avec des épreuves combinées, j'avais hâte d'aller à l'entraînement. Et du coup, je me suis dit, bah, allez hop, on y va, on fonce dans les épreuves combinées et on verra ce que ça donne plus tard. Et au final, ça a plutôt bien fonctionné, donc j'étais contente de mon choix. Ça a plutôt bien fonctionné, effectivement. C'est bien parce que tu m'amènes mes transitions sur un plateau. Ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on arrive en 2018 et 2018, c'est la consécration. Alors j'espère que tu en auras d'autres. Mais 2018, alors tu t'échauffes quand même. On va quand même passer par ce qui s'est passé l'hiver parce que tu as été chercher une médaille d'argent au championnat de France junior sur 800 mètres cette fois-ci. Hein. C'était une discipline que tu n'avais pas encore essayé au championnat de France, donc 800 mètres cette fois-ci, Non, médaille d'argent. Et l'été, donc le titre national, championne de France junior d'heptathlon en 2018. Et avec à la clé, alors tu étais championne de France junior, mais tu étais une championne de France junior avec un niveau suffisant pour même avoir la sélection derrière pour les championnats du monde qui ont eu lieu en Finlande dans la foulée. Donc raconte-nous cette année 2018 qui jusqu'ici, même si tu as bien continué derrière, mais jusqu'ici c'est l'année où il y a eu un titre. oui, oui. Bah, c'est ma plus grosse année. Rien que l'hiver, je fais 2 sélections l'hiver en équipe de France. Une en épreuve combinée et une aux 800 mètres d'ailleurs, en salle pour des matchs. Mmh. Et ensuite, l'été, donc pour mon objectif, c'était vraiment le championnat du monde en Finlande. Les minima n'étaient pas du tout gagnés d'avance. C'était quand même un niveau élevé pour moi. Je devais gagner, je crois, comme 150 points sur mon record pour atteindre le niveau. Mmh. Et en championnat de France, tout s'est bien boutiqué. Il n'y a pas eu de contre-perf. Il y a même eu une grosse perf qui m'a permis vraiment d'atteindre ce niveau. C'était mon 800 mètres. Je savais que je devais faire moins de 2,12 pour réaliser les minima. Et bah, j'ai fait 2,08 et des poussières, je ne sais plus combien, un tout petit peu en dessous de 2,09, Mmh. mais bon, 2,08 quand même. Et c'était quand même la grosse perte du week-end. Et ça m'a permis de pouvoir avoir mon ticket pour les championnats du monde. Alors, Et juste, je t'interromps une ouais. seconde. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes des épreuves de demi-fond, avec 2,08, très souvent, quasiment tous les ans, on est championne de Bretagne, toute catégorie, hein, avec 2,08. À part des années où il y a Elodie Guégan ou des choses comme ça, mais 2,08, c'est un temps pour être championne de Bretagne. Et toi, tu le places à la fin d'un heptathlon. Oui, Enfin, avec la rage d'avoir les minima. et derrière, donc, le championnat du monde en Finlande. Donc, j'ai du mal à appréhender la façon dont ça s'est passé pour toi. En termes de points, tu es un petit peu en deçà de ta performance au championnat de France, mais j'ai l'impression que c'est une succession de petites déceptions. En fait, c'est pas un écroulement, mais j'imagine que tu aurais souhaité faire mieux ce jour-là, enfin ces 2 jours-là. Ouais, je pense que j'ai surtout été impressionnée par l'ampleur de l'événement. J'avais quand même déjà porté le maillot de l'équipe de France, mais lors de matchs, c'est plus Rien à restreint voir. comme rien à voir. Ouais. Et les championnats du monde, c'est grandiose, même déjà junior. Dans certaines épreuves, le niveau est presque le même que chez les seniors. Et donc, je pense que j'ai été vraiment impressionnée par l'événement et j'étais pas complètement à fond dans mes épreuves. J'ai un peu été spectatrice de mon Ouais. étalon. J'ai pas fait de contre-perf énorme, mais j'ai pas eu de perf énorme non plus. J'étais moyenne partout, ce qui m'a pas permis d'être bien classée. Je finis 21e, ce qui est pas top, mais bon, 21e mondial, on va pas cracher dessus. Ouais. Mais c'est vrai que après, je garde vraiment un très bon souvenir d'avoir vécu ça aussi jeune. Ça m'a permis d'ancrer de l'expérience et maintenant j'ai hâte d'en faire un deuxième, un troisième parce que je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire surtout. Et ces championnats du monde m'ont permis vraiment de comprendre ce que c'était un grand championnat, quoi, je pense. Et ça va me permettre d'être meilleure après. Donc c'est ma plus grosse compétition et c'est mon plus beau souvenir aussi d'avoir côtoyé tous ces athlètes de haut niveau. Et malgré tout, j'arrive à remporter l'épreuve du 800 mètres et de laisser mon nom sur les tablettes parce que j'ai le record des championnats du monde junior
dans l'heptathlon sur le 800 mètres, que je remporte en 2,09 35, je crois, un truc comme ça. Mais j'étais quand même assez fière d'avoir mon nom sur les tablettes. Et tu finis sur une bonne note, puisque c'est la dernière épreuve de l'heptathlon, donc du coup, ça te permet de Oui, sortir par le haut de ces 2 journées, qui étaient un petit peu compliquées, mais tu sors par le haut, et au final, ça permet de finir sur un bon souvenir. oui, j'ai la Euh, chance d'avoir ma dernière épreuve comme étant la meilleure. Du coup, ouais, souvent je reste quand même sur une bonne note, en fait, grâce à oui. mon 800 mètres. C'est un peu une chance. J'ai regardé, alors peut-être que j'ai été trop rapide, mais j'ai pas trouvé de traces de d'heptathlon ou de pentathlon où tu ne gagnes pas le 800 mètres en fait. J'ai l'impression que tu le gagnes systématiquement. Non, j'ai jamais perdu encore une course de 800 mètres dans un heptathlon Ouais, ou en c'est ça, pentathlon. hein. C'est confirmé, Ouais, y compris sur des France élites, hein. Il n'y a aucun problème, c'est même tarif, je gagne le 800. c'est le même tarif, exactement. Passons donc, on continue de dérouler le fil de ta carrière avec un joli palmarès. Et on arrive sur ta première année espoir, donc c'était l'an dernier, ta dernière saison complète, hein, puisque celle de cette année, on va y revenir tout à l'heure, mais celle de cette année, tu as eu le temps de faire pas mal de choses quand même, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de temps, mais tu as eu le temps de bien remplir les 2 premiers mois. 2019, tu passes espoir et donc là, tu récupères encore 2 médailles, une médaille en argent, et puis une été, une médaille de bronze, euh, avec un niveau. Donc là, tu rentres, tu étais là chez les juniors, donc tu étais là, c'est sur 2 ans junior, tu étais là plus âgé, là tu arrives chez les espoirs, c'est sur 3 ans. Donc là, tu te mesures à des athlètes qui ont pour certaines 2 ans de plus que toi. C'est forcément une année charnière, hein. On perd beaucoup d'athlètes entre les juniors et les espoirs parce que scolairement, c'est aussi une bascule à cet âge-là. Et en termes sportifs, on était tout en haut de la hiérarchie et ça peut un petit peu se compliquer quand on passe en espoir. Toi, la transition se passe pas trop mal. Pas trop mal. L'hiver est vraiment mon meilleur hiver, je pense, en espoir 1. Je fais un pentathlon avec 5 records au je pense espoir, qui me permet de faire un gros total quand même au pentathlon. L'été était plus compliqué, j'étais un peu à la recherche des minima pour les championnats d'Europe, espoir. Je Mhm. fais un très bon premier heptathlon au meeting de Montpellier où je me rapproche des minima. D'ailleurs, mon record est là-bas, c'est 5510. Oui. Malheureusement, il y avait énormément de vent pendant cette compétition. Et du coup, pendant les 800 mètres, j'ai vraiment fait un chrono catastrophique pour moi. J'ai fait 2 minutes 16 et il fallait que je fasse pour avoir les minima, un peu comme un junior. Mais avec les conditions minima. Et après, je pense que ça m'a mis un coup au moral de ne pas avoir réussi d'entrer mes minima. Et ça a été un peu la course aux minima pendant toute la saison, Mhm. pour au final ne pas réussir à les atteindre. Et du coup, ça a été dur psychologiquement pendant cette saison. J'étais un peu toujours en train de faire mes calculs pendant mes compétitions. Et du coup, au championnat de France, donc, je finis troisième. Les 2 premières partent au championnat d'Europe. Et moi, je reste sur le carreau. Mais bon, j'étais espoir 1, donc il y a encore des championnats d'Europe l'année prochaine. Alors pour à peu près visualiser le niveau des minima à l'époque, alors je ne les ai pas précisément en termes de points, mais d'après ce que tu annonces, il fallait faire à peu près 2,08 à ton 800, donc ça voulait dire qu'il fallait quasiment que tu battes le record de Bretagne de l'heptathlon, qui est de C'était 5600 les minima. 5600. Donc le record de Bretagne, c'est 5591. Je le cite parce que c'est un record qui est très très vieux, hein. C'est un des vieux records de la Ligue de Bretagne d'athlétisme. C'est un record qui est détenu par Annie Moello, une Lorientaise, depuis 1984. Donc effectivement, ça situe le niveau de difficulté de ces minima. Le fait, en fait, toi évidemment, j'imagine que tu le considères comme une déception, peut-être un semi-échec de ne pas y être parvenu. Pour autant, aucune Bretonne, et on ne parle pas d'espoir, hein, on parle de toute catégorie, personne n'a réussi à faire ce total-là dans l'histoire en Bretagne. Donc c'est vraiment un niveau très élevé. On ne parle pas de minima au rabais. Non, non, mais après, on est en espoir. Les sélectionneurs disent qu'on est considéré déjà comme des seniors, on va dire. Donc, il faut que le niveau soit très élevé pour des championnats d'Europe. On n'y va pas pour faire de la représentation. Et Oui. voilà, donc les minima sont représentatifs du niveau européen derrière. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un échec de ne pas les avoir fait. Et je savais que cette saison, je pouvais atteindre ce niveau. Après, voilà, j'ai pas réussi cette saison. C'est pas pour autant
que je ne veux pas recommencer et réessayer, quoi. On apprend de ses erreurs et on fera mieux après, quoi. On va passer sur alors, ce qui est un domaine qui est complètement inconnu pour moi. Donc, tu l'as déjà un petit peu abordé, mais on va essayer d'entrer un petit peu plus dans le détail sur comment on s'entraîne pour les épreuves combinées. Comment on fait pour parvenir à progresser dans chacune des disciplines qui sont parfois antagonistes les unes avec les autres. Les qualités de lanceur de poids, j'ai commencé par Yann Moisan, cette série d'entretiens. Yann Moisan, il n'a pas tout à fait le profil d'un coureur de 800. Et pour autant, sans faire injure à qui que ce soit, et pour autant, il faut réussir à progresser dans les deux disciplines qui sont, c'est les deux, j'ai pris les deux exemples, je pense que ce sont les deux disciplines les plus éloignées de l'heptathlon. Et comment est-ce qu'on fait pour développer les qualités? Comment ça se structure une semaine d'entraînement d'un combinard? Déjà, c'est beaucoup de temps passé sur la piste. C'est des entraînements de 2, des fois 3 heures qui sont parfois longs, mais en fait, dans un entraînement, on ne va pas faire qu'une discipline. On va passer du temps parce qu'on va faire 2 à 3 disciplines dans un entraînement, parce qu'on ne va pas s'entraîner non plus 15 fois dans la semaine. Donc, on s'entraîne comme tout le monde, tous les jours, 1 à 2 fois, 2 fois par jour, mais voilà, on ne peut pas non plus démultiplier notre temps d'entraînement. Donc, on passe donc 3 heures, 2 à 3 heures par jour à s'entraîner. Et après, dans les choix techniques, c'est des raccourcis. On ne peut pas être aussi fin qu'un spécialiste. Au lancer de poids, on peut faire des choix. En musculation, faut réussir à allier aussi à musculer son haut du corps et son bas du corps, parce qu'on en a besoin dans toutes les épreuves. Mais surtout, dans l'entraînement des épreuves combinées, ce sont des choix techniques. On essaye de trouver des raccourcis et aussi des liens entre les épreuves. C'est ça, c'est vraiment essayer d'aller vite, d'apprendre vite. Un combinard, il doit capter vite, il doit s'adapter. Et je pense que malheureusement, ça ne s'apprend pas vraiment. C'est un peu instinct, c'est dans l'instinct, c'est savoir s'adapter, c'est l'ADN du combinard, quoi. Donc ça, effectivement, ça ne s'apprend pas vraiment. Ça, on l'a ou on l'a pas. Cette faculté à attraper très très vite la consigne de l'entraîneur. L'entraîneur ne peut pas se permettre de passer trop de temps à montrer le geste. C'est instinctif, quoi. Je ne dis pas que si, moi, le javelot, ce n'était pas du tout instinctif. Je veux dire qu'on a passé des entraînements à répéter le geste parce que, voilà, on peut pas être. Enfin, si, il y en a qui sont bons partout, mais chacun a ses faiblesses. Et c'est aussi ça, c'est faire des choix sur est-ce qu'on va passer autant de temps à travailler les faiblesses, peut-être à laisser un peu de temps au point fort. Est-ce que, justement, on va travailler à fond au point fort pour essayer d'engranger le maximum de points? C'est aussi ça, c'est un peu des calculs. Toutes les épreuves ne se valent pas. Gagner 2 dixièmes sur des haies, ça rapporte un nombre de points énorme par rapport à gagner, je sais pas, à 50 cm au poids, alors que gagner 50 cm au poids, ça demande quand même de passer un cap. Donc aussi, c'est ça, c'est des choix et c'est quand même beaucoup de discussions avec son entraîneur sur ce qu'on va faire, sur quel axe on va travailler cette saison et voilà. Il y a aussi des compétences qui servent un petit peu à tout. On peut parler de gainage, on peut parler de force, de vitesse, des qualités qui se retrouvent un petit peu dans toutes les disciplines. C'est des investissements qui sont peut-être rentables, ça aussi, en termes d'épreuves combinées, de développer une qualité qui peut être transposée dans différentes épreuves. Oui, c'est ça. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de Kevin Mayer. On va regarder ses performances sur le 1500 mètres. On va voir qu'il a régressé au fur et à mesure des années. Et en fait, lui, il a fait le choix. Il s'est dit, tiens, si je deviens rapide et puissant, je vais gagner beaucoup de points en longueur, au 100 mètres, sur les haies. Et il s'est dit, tant pis, au 1500 mètres, je vais perdre des points, mais dans d'autres épreuves, je vais en gagner. Et c'est sûr qu'il faut trouver quelle qualité va nous faire gagner le plus de points possible. L'heptathlon des filles est quand même très porté sur l'explosivité et la vitesse. La longueur, le 200, les haies et même le 800 mètres, qui est quand même une épreuve un peu courte dans le demi-fond. Donc, il faut savoir vraiment réfléchir sur quelle qualité on veut se baser. Et après, voilà, c'est vraiment des choix, comme je disais. C'est un peu des calculs d'apothicaire, mais derrière,
ça marche. Tu as quand même un profil, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as quand même un profil un petit peu atypique dans le sens où toi, tu attends avec impatience le 800 mètres, qui est plutôt une grosse corvée pour d'autres athlètes. Et toi, tu es souvent, j'imagine, dans un planning que tu as pu envisager avant. Tu peux être en retard de points, même relativement conséquent sur des adversaires, mais tu ne te fais pas de soucis parce que tu vas leur coller 15 ou 20 secondes sur le 800. Oui, j'ai un profil déjà plus de coureuse. Sur les courses, j'ai vraiment un bon niveau. Et c'est vrai que souvent, au départ du 800 mètres, je suis pas dans les premières places. Mais en fait, je le sais. Je sais à quelle place je suis et à combien de secondes je dois mettre au 800 mètres à mes adversaires pour être première, deuxième, troisième, je ne sais quoi. Au début, mes adversaires ne le savaient pas. Mais maintenant, en France, on me connaît. Donc, les calculs sont faits aussi par rapport à. On connaît les qualités de chacune. Niveau français, on se connaît toutes. Du coup, les calculs sont vite faits en fait. Donc, avant le 800 mètres, on sait à peu près ce que ça va donner à la fin. Donc, toi, tu cours vraiment comme un 800 mètres classique, hein, puisque tu es seul contre toi-même. Hein. Dans ces cas-là, tu pars, j'imagine, tu pars toute seule. Et puis, qui même me suivent, en général, il y a peu de personnes qui t'aiment. Dans ces cas-là, hein, tu pars toute seule devant. Oui, souvent c'est ça, c'est que je sais à quel rythme je dois passer. En fait, c'est pas du tout pareil. Moi, du coup, j'ai fait du 800 mètres en championnat individuel. C'est pas du tout pareil. Sur un heptathlon, je vais partir, je sais quel est mon rythme, à quel temps je dois passer au 400. C'est vraiment beaucoup plus régulé. Alors qu'un championnat de France de 800 mètres, quand je fais ma médaille d'argent, on fait 2,18, je crois, parce qu'on n'a pas du tout couru. C'est pas du tout pareil, c'est pas la même course. Voilà, tu cherches pas une place, tu cherches une performance chronométrique qui va Oui, se transformer en point derrière, donc il c'est un t'importe peu un peu. 800 mètres de meeting en fait. C'est ça, voilà. L'analogie est bien trouvée. Un petit passage, on l'a évoqué de façon un petit peu rapide, il me semble, sur la relation que tu as avec ton entraîneur. Donc on a évoqué, il est en filigrane tout le temps en fait dans les échanges, mais c'est important de revenir un petit peu sur lui. Jonathan Baleston-Robineau, tu évoques les petits échanges que vous pouvez avoir au sujet de l'optimisation de l'entraînement pour les discussions que vous pouvez avoir sur quelle discipline travailler, quels axes vous allez donner à la saison. Comment est-ce qu'il s'inscrit? Quel type d'échange vous avez avec Jonathan? Jonathan est quelqu'un qui aime beaucoup faire des entretiens avec ses athlètes pour avoir leur ressenti. C'est-à-dire qu'on va quand même passer des fois 1 heure et demie à rien que parler de l'entraînement, de ce qu'on a fait la saison d'avant, de ce qu'on veut en retenir, de ce qu'on n'a pas bien fait, tout ça. Donc on a quand même une relation où on essaie de poser les choses à plat au début de chaque saison et à la fin de chaque saison pour être clair sur ce qu'on veut faire. Donc, même pendant l'entraînement, on doit quand même essayer de donner un retour sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent. Par exemple, des fois, il y a des exercices qu'on aime moins ou des exercices justement qu'on aime. Et ça, il est vraiment exigeant là-dessus, c'est-à-dire qu'il aime bien savoir sur quel point on est bien ou pas, quoi. Je trouve que c'est un entraîneur qui aime bien parler. Et moi, à la base, je n'aimais pas du tout parler de ça, de ce que je ressentais. J'étais un peu fermée comme athlète. Et en fait, au fur et à mesure des années, on arrive à s'ouvrir et à plus s'écouter, à comprendre ce qui nous paraît bien ou pas pour nous. Donc, c'est une relation où quand même, on a quand même beaucoup d'échanges sur ce qu'on veut faire, ce que lui pense. On essaye d'apporter chacun son point de vue et ça marche bien parce que la preuve en est que ça fait 6 ans que je m'entraîne avec lui et on s'entend très, très bien. Et vous restez entre combinards ou est-ce que vous partagez parfois des séances avec des gens de spécialité parce qu'il y a un travail qui est orienté tel jour, je ne sais pas moi, sur le 100 hauteur. Ça peut arriver ça ou vous restez tout le temps entre vous? Alors, majoritairement, on reste entre nous parce que souvent, comme je disais, nos séances, elles sont découpées par exemple, en faire 3 épreuves. Du coup, c'est difficile de les faire avec les spécialistes. Par exemple, cette année, avec Margot et Tanguy, on allait faire les côtes avec le groupe de Marc Rosé. Donc, on a un peu plus d'émulation, tout ça, dans une épreuve qui est un peu dure psychologiquement et physiquement. Donc voilà, j'ai fait aussi des séances avec Marc Robert à la hauteur pour essayer de débloquer les petits automatismes. Des fois, on est un peu bloqué.
ou des séances de lancer avec Régis, l'entraîneur de Tom Reux. Donc en fait, on reste ensemble, mais des fois, on va essayer de piocher des petits déclics chez les spécialistes, parce que parfois, on bloque, voilà, on trouve pas pourquoi on ne progresse pas, et on a besoin d'une vision extérieure d'un spécialiste. Et dans ce cas, on va aller faire une séance spécifique avec les spécialistes. Ça, moi, j'aime beaucoup découvrir les nouvelles choses. Et parfois, c'est pas très évident, hein, c'est un peu se mettre dans l'inconfort, parce que changer de groupe, aller voir un autre entraîneur, d'entendre un autre discours, des fois, c'est pas évident. On se met un peu dans l'inconfort. On comprend pas forcément tout de suite les bonnes intentions. Mais justement, ça permet de s'adapter rien qu'au discours de l'entraîneur, de comprendre ce qu'il veut de nous. Et ouais, c'est ce qui m'intéresse, ouais, d'essayer de m'adapter. Voilà. Avant de passer à ton actualité un peu plus récente, à ce tout début 2020, je tiens à compléter ton palmarès quand même parce que on a évoqué pas mal de choses. Là, je te vois sourire parce que tu sais ce que je vais dire. C'est tes titres de championne du monde quand même parce que tu as 4 titres de championne du monde. Alors, c'est les titres de championne du monde qu'il ne faut pas prendre au rabais. Ils sont décernés dans le Finistère tous les ans. Ça se passe à Pinmar. Et alors les Bretons, les coureurs, les runners connaissent cet événement d'envergure mondiale. C'est la montée du phare d'Eckmühl qui a lieu tous les ans. C'est l'été, je crois, c'est au mois d'août, il me semble. C'est ça, fin août. C'est ça. Et tu as participé 4 fois et tu es invaincu. 4 participations, 4 victoires. Donc raconte-nous, là, juste pour l'anecdote, avant de passer la transition sur ton année 2020, en quoi ça consiste ce petit défi un petit peu atypique auquel tu tiens puisque tu y participes régulièrement? Oui, bah, ça me tient à cœur parce que aussi déjà c'est mon club qui organise donc cet événement. Donc ça me fait plaisir déjà de participer à un événement de mon club parce que ça n'arrive pas souvent que je participe à des courses ou des choses comme ça de leur organisation. Et donc cette montée du phare, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais fait au monde. C'est-à-dire que c'est pire qu'un 400 mètres, pire que tout. Et donc ça arrive fin août après tous les excès de l'été. Donc, même si je reste sage, mais tout est relatif. On va dire que c'est pas la course que je prépare le plus non plus. Mais donc cette montée du phare, c'est une course 100% lactique. Et ça me tient à cœur parce que voilà, par chez moi, c'est reconnu et je vois aussi les gens qui me suivent par chez moi, c'est aussi hyper important. Il y a des gens qui me suivent via les journaux locaux et ils aiment bien me rencontrer du coup pendant cette épreuve. Et moi, ça me permet aussi de voir, ma famille peut aussi du coup venir me voir sur des courses parce que j'ai quand même beaucoup de familles dans le pays du Gouda et ils adorent venir me voir faire cette course. Et c'est une super course d'ailleurs. Si quelqu'un veut venir me défier, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que les qualités de base, c'est 400-800, c'est à peu près ça. Tout ce qui est bien lactique, quoi. La durée d'effort, c'est alors chez les garçons, c'est 47-48 secondes le record, il me semble. Et chez toi, tu réalises un peu une grosse minute, on va dire. Ouais, c'est ça, une 0,4, je crois. 0,4. Alors attention, il faut prendre ces temps-là avec beaucoup de respect parce qu'il s'agit de record du monde, parce que c'est l'appellation officielle. C'est l'appellation officielle, c'est les championnats du monde de la montée du phare d'Eckmühl. Donc je vous invite à vous renseigner sur cette épreuve. Donc c'est 360 marches à grimper, je crois. Oui, c'est ça. Le phare fait 60 mètres de haut, il faut monter les 60 mètres, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est un contre-la-montre à la vie, à la mort, et en haut. Les jambes, je pense que tes jambes ne te portent plus et tu dois bien t'écrouler. Mais... Ah non, on s'écroule. Voilà. Une marche de plus et on s'écroule. Voilà. Donc c'était le petit clin d'œil que je souhaitais faire à cette belle épreuve qui a déjà sa petite renommée, mais qui gagne à être connue. Et donc on va passer sur ton actualité un petit peu plus récente, sur ton année 2020. Donc on sait que la saison sera largement amputée. Pour autant, toi tu as réussi quand même à avoir un début d'année assez fourni. Puisque tout début janvier, le 11 et 12 janvier, tu as participé pour la 3e fois au X Athletics à Aubière. C'est un meeting national sur invitation, me semble-t-il, d'épreuves combinées. Donc c'est la 3e fois qu'il participe. Là, c'est tout le gratin des épreuves combinées qui se retrouve dans la salle d'Aubière. Alors raconte-nous dans quel contexte, ça fait 3 fois que tu y vas, donc j'imagine que tu as quelques relations maintenant avec les organisateurs. Ouais, donc c'est vraiment une super compétition qui met bien en valeur les épreuves combinées. Parce que parfois, par exemple, dans l'organisation des compétitions, les épreuves
les heptathlons et les décathlons sont un peu là pour boucher les trous. Là, on est vraiment la star du meeting parce qu'il n'y a que ça. Et ça rassemble les meilleurs Français et Françaises. Et aussi, maintenant, il y a quelques internationaux qui viennent. Il y a des Espagnols, des gens des pays de l'Est, des Allemands aussi qui se déplacent parce que c'est une organisation vraiment topissime pour faire des bonnes performances. Moi, ça fait 3 ans que j'y vais et 3 ans que je fais des performances plutôt de bonnes performances. L'ambiance est top. Et puis vraiment, le fait qu'on soit mis en lumière, c'est aussi agréable d'être un peu les stars du Pour une week-end. fois. Pour une fois, Pour une effectivement. fois. Ouais. Donc, je te parlais donc, de cet événement qui a eu lieu les 11 et 12 janvier. Tu n'as pas chômé puisque 2 semaines plus tard, tu avais franchi l'Atlantique et tu étais à New York pour un grand meeting universitaire. Alors, explique-nous un petit peu dans quel contexte ça s'est fait, ça. Derrière, il y a un projet pour… Donc en fait, c'est une association rennaise donc à Rugny, ça va se faire 5 ou 6 ans, je ne sais plus, qui mène ce projet d'amener des athlètes bretons participer donc, à un meeting universitaire à New York. Donc moi, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu un appel à candidature et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, voilà, j'ai jamais été aux États-Unis et franchement, le milieu universitaire américain m'intrigue vraiment. J'ai pas envie de partir là-bas pour une saison, mais voilà, ça me permet d'aller voir ce que ça donne outre-Atlantique. Et franchement, c'est incroyable la densité qu'il y a là-bas. Ouais, donc ce projet, ça permet aussi donc, de mener une vie d'association étudiante liée donc, avec l'athlétisme. Donc franchement, c'était top de mener ce projet. Donc il fallait trouver des sponsors, trouver l'argent pour pouvoir voyager, organiser le déplacement, prendre contact avec les Américains qui organisaient le meeting pour qu'on ait notre place dans les séries. Et donc, c'est un projet qui demandait quand même du temps et de l'investissement. Mais derrière, le résultat est vraiment top. Enfin, moi, c'était vraiment une super expérience. Début février, tu te retrouves à Saint-Brieuc, championnat de France à domicile chez les Espoirs. Et là, tu vas nous récupérer une médaille sur une discipline, alors voisine du 400 haies, mais sur laquelle tu n'avais pas encore une médaille nationale, le 400 mètres. En fait, à la base, c'était pas du tout mon objectif. Je pensais pas du tout participer à ce championnat de France. Mais lors du meeting à New York, je fais un chrono qui me permet de me qualifier aux France. Et je me dis, bah, les championnats de France sont à Saint-Brieuc, bon, pourquoi pas. C'était que mon 3e 400 mètres de ma vie en salle. Ouais. Et du coup, et puis je suis moins une sprinteuse que les filles qui font du 400. J'ai plus un profil 400-800 que 200-400. Et du coup, ce qui fait qu'à la cloche, voilà, je suis un peu derrière. Mais en fait, je trouve une porte pour passer dans la dernière ligne droite. Il y a une fille qui est un peu, qui perd un peu ses moyens et du coup qui laisse une petite place à l'intérieur. Et j'en profite pour passer en fait. Et grâce à ça, bah, sur la ligne, je chope la médaille de bronze et un beau chrono. Donc c'était vraiment la belle surprise de l'hiver. C'était pas du tout mon objectif. Et au final, bah, c'était vraiment aussi une chouette expérience de vivre ce championnat de France à domicile aussi, enfin en Bretagne. Donc j'étais vraiment contente de cette course. Donc, championnat de France Espoir, tu récupères une médaille sur 400 mètres. Hein. Donc, je fais un petit récapitulatif. Tu as pris des médailles nationales sur 400 haies, sur 800, sur 400 donc, et sur heptathlon. Bon, on va même dire pentathlon, ça fait 5 disciplines différentes. Même si le pentathlon et l'heptathlon, c'est lié, mais des disciplines différentes. Je ne sais pas si tu as un palmarès très hétérogène. Et tu enchaînes juste après, c'est 3 semaines après, avec les France Élites. Alors, ce sont les France Élites, pour autant, dans l'interview que j'ai pu lire de Jonathan, c'était plus un tremplin pour l'été, tu n'avais pas forcément d'ambition particulière lors de ces France Élites. En fait, la saison d'hiver en soi, c'était vraiment un tremplin pour l'été. J'ai poussé ma préparation hivernale très très tard. J'ai pas du tout fait de préparation spécifique à la compétition. Par exemple, j'ai fait des côtes, de la muscu lourde très tard dans la saison. On avait fait le choix de faire un peu une saison hivernale juste en gros pour me divertir, pour pas que je reste dans la monotonie justement de l'entraînement. Au final, sur le 400 mètres, voilà, ça a payé. J'ai quand même réussi à accrocher une médaille. Mais par exemple, j'ai pas fait les championnats de France jeunes sur les épreuves combinées parce qu'on avait fait le choix de réduire au maximum le nombre de compétitions.
Et du coup, c'est France Élite, oui. Donc, c'était mon deuxième pentathlon de la saison. Et j'y allais pour un peu voir ce que donnaient les choix qu'on avait fait à l'entraînement, pour voir ce qui pouvait fonctionner ou pas. Et le meilleur moyen de se tester, bah, c'était en compétition. Donc voilà, c'était surtout pour avoir un lien avec l'entraînement, quoi. Et ça donne, on ne l'a pas dit, et ça donne une 4e place en l'absence de pression. Une 4e place à un France Élite, ça se prend. Oui. Tu nous expliquais que cette saison hivernale n'était censée n'être qu'un tremplin pour un été lors duquel tu avais là pour le coup des objectifs assez ambitieux. On t'a entendu déjà t'exprimer sur différents objectifs qui te tiennent à cœur, notamment les championnats d'Europe l'an prochain qui auront lieu en Norvège, il me semble, pour les espoirs. Cette saison estivale, elle tombe complètement à l'eau. Alors, déjà, dans un premier temps, quels étaient ces objectifs précisément? Et dans un deuxième temps, quel avenir tu te donnes? Ouais, en fait, après la saison hivernale, j'ai carrément pris un virage à 90. Je me suis dit, voilà, il n'y a pas de grosses échéances pour les épreuves combinées en espoir cette saison, cet été. Donc, alors qu'il y avait un championnat méditerranéen sur 400 mètres haies début juin. Sur 400 mètres haies. Du coup, je me suis dit, bah, tant pis, voilà, je mets un peu de côté mes épreuves combinées pour pour la saison estivale et je tente le tout pour le tout sur 400 mètres haies. Voilà, je tente sur cette épreuve cette saison. Du coup, voilà, j'en parle avec Jonathan à la fin de la saison hivernale. Donc là, on prend contact aussi du coup avec Marc Brezet, l'entraîneur de Chanaï Rebo, pour voir comment on pouvait faire pour que je puisse faire quelques séances avec eux ou pourquoi pas m'entraîner totalement avec eux. Donc on avait décidé que je fasse 2 séances avec le groupe de Marc et le reste avec Jonathan, des séances techniques plus spécifiques 4H pour que je puisse bénéficier de Chana, de toute l'émulation du groupe qu'il peut y avoir au athlétisme. Et donc, ouais, j'ai fait le choix d'essayer le 400 mètres haies pour cette saison, pour pourquoi pas après choisir le 400 mètres haies pour plus tard, voir ce que je valais. Et du coup, là, tout tombe à l'eau, toute ma planification tombe à l'eau. Donc là, je suis un peu dans le flou total. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'attends de voir ce qui va se faire en octobre. Peut-être que je vais pouvoir faire un 400 mètres haies en octobre, s'il y a des compétitions. Dans ce cas, pouvoir me tester sur cette épreuve-là. Parce que là, durant le confinement, j'ai continué à m'entraîner sur mes 2 jambes, faire des haies un peu longues, en cet appui, comme j'ai pu le montrer un peu sur mes vidéos Instagram. Mais du coup, pour l'année prochaine, pour le moment, je n'ai pas encore fait mon choix et j'attends de discuter avec mon entraîneur de ce que je vais faire. Mais j'aimerais faire un 400 mètres haies en octobre s'il y a des compétitions et voir ce que je veux sur cette épreuve parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire pour la suite. Et c'était une belle saison pour que je puisse tenter ça. Oui. Malheureusement, la crise sanitaire fait que je ne peux pas le faire, mais bon, on verra bien ce que ça donne et je ne perds pas espoir loin de là. Quelles sont tes ambitions, on va dire, à 3 ans, 4 ans, 5 ans? Alors là, j'imagine que c'est une question difficile parce que tu ne sais même pas forcément sur quelle discipline tu vas t'aligner. Tu aurais dû avoir des réponses cette année que tu n'auras pas forcément aussi nettes que tu aurais pu espérer, mais pour autant, je te pose la question. Comment tu te vois d'ici 3-5 ans? Moi, mon rêve absolu, c'est d'intégrer l'équipe de France senior sur les grands championnats et pourquoi pas les Jeux. Après, sur quelle discipline? Pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas donner de réponse parce que voilà, comme je vous disais, j'attendais des réponses de cette saison. Mais oui, j'aimerais atteindre le plus haut niveau. Après, voilà, je suis assez lucide là-dessus. Je pense qu'en épreuve combinée, j'aurais du mal à atteindre le haut niveau mondial, européen. Voilà, j'ai quelques lacunes que j'aurais du mal à récupérer. Au lancer de javelot, par exemple, je serais encore très très loin du niveau attendu. Et du coup, je voulais faire cette saison test sur 400 mètres haies pour voir si j'avais moyen d'atteindre justement ce niveau. Parce que pour le moment, voilà, j'ai fait des 400 mètres haies, j'ai des performances qui sont quand même de bon niveau, mais qui ne me laissent pas dire, tiens, voilà, je vais pouvoir faire une carrière sur 400 mètres haies. Donc voilà, j'attends de voir ce que je peux faire sur ces épreuves-là, sur 400 mètres haies, 400, 800. Je suis un peu, voilà, pour le moment, dans le flou sur l'épreuve sur laquelle je vais pouvoir m'aligner plus tard, ou même les épreuves combinées. Ça se trouve, je vais réussir à franchir des caps. Mais
Donc voilà, j'aimerais intégrer l'équipe de France dans les grands championnats, participer à des championnats du monde et voilà, des Jeux Olympiques à Paris 2024. Voilà, ça fait rêver tout athlète de ma génération. Mais pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à me projeter, sachant que je ne sais pas encore sur quelle épreuve je vais tenter l'expérience. Après, ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est que quand tu fais du 400 mètres haies ou du 400, il y a aussi l'apport des relais qui s'ouvrent et c'est des sélections un peu plus simples à atteindre. J'ai pris l'habitude, alors j'ai fait que 3 entretiens, c'est le 4e avec toi, mais j'ai pris l'habitude déjà au cours de ces 4 entretiens de laisser le mot de la fin à l'athlète à interroger, puisque c'est vous que je souhaite mettre en lumière à cette occasion. Donc, si tu as un message à porter, alors je te prends complètement à froid, mais si tu as un message à porter auprès de qui tu veux, des acteurs de l'athlétisme breton, c'est le moment de le faire. Ok. Bah, moi, je veux juste dire aux jeunes athlètes de faire les épreuves qu'ils ont envie de faire et qui les font kiffer vraiment, de ne pas rester aux épreuves où ils sont bons, d'aller essayer toutes les épreuves qui sont disponibles. L'athlétisme, vraiment, on a cette chance d'avoir plein de disciplines différentes et d'aller titiller l'entraîneur et dire, allez, tiens, moi j'ai envie d'aller essayer de la perche aujourd'hui ou j'ai envie d'aller essayer de la marche et de dire ouais, voilà, aux athlètes, aux jeunes athlètes, d'essayer et de trouver leur voie. Et je pense que l'athlétisme peut beaucoup de jeunes et que voilà, l'athlétisme c'est un très beau sport et qu'il y a moyen de se faire plaisir tout en s'entraînant.